Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais parler d'un film qui est pas très connu, que j'aime beaucoup, qui est sorti en 1962, qui est un film de Sam Peckinpah, qui est moins connu que ses œuvres les plus célèbres comme La Haute Sauvage ou Les Chiens de Paille. C'est Coup de feu dans la Sierra, sorti en 1962, et je pense que c'est peut-être un de mes films préférés du réalisateur Sam Peckinpah. En tout cas, je trouve peut-être un des plus beaux. On pourrait dire en gros que La Horde Sauvage est souvent cité comme le chef-d'œuvre de la virtuosité et un film beaucoup plus important dans sa filmographie. Mais je pense que avec ce film, Coup de feu dans la Sierra, c'est sans doute à la fois peut-être son plus beau et aussi la véritable charnière entre deux étapes, on pourrait dire, du western, le western classique américain, porté, on pourrait dire, par une éthique de la droiture et aussi comme peut-être le premier grand western crépusculaire qui va faire la transition. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le film est sorti en 1962, la même année que L'homme qui tue à Liberty Valance, qui est pour moi peut-être le dernier grand film classique américain, pas que le dernier grand western, mais le dernier grand classique américain. Et je trouve que vraiment, Coup de feu dans la Sierra, enfin, vraiment la transition, c'est un film qui tire pour moi sa force, on pourrait dire de son côté un peu métafilmique, en réunissant Joel McCrea et Randolph Scott. On pourrait dire que Peckinpah filme une sorte d'épopée où ces deux visages qui ont incarné comment dire, les cow-boys héroïques pendant des décennies jouent ici des vétérans fatigués d'une Amérique qui change et qui n'a plus besoin d'eux, un peu comme dans La Haute Sauvage. C'est vraiment une espèce de mélancolie qui naît d'un constat que le vieil Ouest meurt et est remplacé par une modernité cynique et une signe de perfection là où les cow-boys n'ont plus vraiment leur place. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans le film, c'est que on pourrait dire par exemple que Rodolphe Scott, qui d'ailleurs a pris sa retraite juste après le tournage, estimait en gros pas, qu'il pourrait pas vraiment clore sa carrière de si belle manière qu'avec ce film. Et c'est vraiment super intéressant parce que c'est vraiment son dernier rôle après tous les films qu'il fera pour Bud Boutisher, comme L'homme de l'Arizona, la chevauchée de la vengeance ou Décision à Sundown. Il va faire tout un cycle de films comme ça. Et puis là, c'est intéressant qu'il change de réalisateur, de partir de chez Boutisher pour faire un film de Peckinpah qui lui est un jeune réalisateur par rapport à Boutisher qui commence à faire ses preuves. Donc comme s'il prenait un peu conscience que de la nouvelle étape du western, des nouveaux visages, des nouveaux réalisateurs qui viennent d'arriver, et lui il prend sa place un peu au milieu de ces grandes époques. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très viscontien en fait. Il y a une espèce de... On pourrait dire que la plus grande réussite du film, en gros, ça serait une description d'une communauté de mineurs d'ailleurs, un environnement presque, comment dire, grotesque et viscéral, qui rappelle le cinéma de Visconti un petit peu avec des personnages antipathiques, mais cette fois dans la boue et dans la violence de Peckinpah qui parvient, on pourrait dire presque à une forme de transmutation du western classique avec des personnages antipathiques qui d'ailleurs finissent par devenir magnifiques. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film parce que par exemple le personnage du jeune Eck qui débute presque de manière abjecte finit par se souder au groupe, lui qui quelques minutes avant comment dire, avait fait une tentative de viol sur le personnage féminin, parce que voilà de quoi ça parle. En gros, ce film, c'est deux cow-boys qui représentent un peu l'ancien monde. On a Randolph Scott qui, lui, fait des spectacles itinérants, qui représente une vieille époque, mais qui est toujours un peu dans des espèces de manigances, dans des coups, et qui veut faire un dernier grand coup. Et on a le personnage de Macrea qui, lui, est plus noble, plus droit, qui va s'allier à ce personnage-là parce que c'est un peu le dernier espoir de sa quête de liberté. Et ils vont partir dans une ville des mineurs pour aller trouver un trésor. Et ils vont s'allier, il y a un peu un côté le trésor de la Sierra Madre, ils vont s'allier à un jeune loup impétueux qui va faire n'importe quoi au début, qui va être un peu détestable, un peu insupportable. Et il y a une jeune femme qui va les suivre, qui elle veut s'échapper de la tutelle de son père, très pas violent mais très strict. Et ils vont former une espèce de petit groupe au début totalement qui va pas du tout fonctionner, mais finalement ils vont créer un microcosme qui va vivre, qui vont
un peu résister par rapport à ce groupe de mineurs qui sont en fait bien pires qu'eux, et quelque chose de très beau parce que même les personnages les plus horribles peuvent devenir les plus beaux. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a ce côté un peu viscontien où tout le monde a ses raisons, comme dans Le Guépard par exemple. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans ce film, c'est que il y a pas vraiment, c'est un film où en gros on pourrait dire que le génie, c'est que la noblesse dans ce film n'est pas vraiment acquise, c'est plus une conquête au contact des vieux briscards, des parias qui se transforment et leur communauté se reconstruit autour d'un code d'honneur retrouvé. C'est ça que j'aime beaucoup en fait. L'humanisme, on pourrait dire, avant le gouffre de la cupidité, un peu comme chez John Huston. Le film en gros s'inscrit aussi dans la lignée un peu de films comme La colline des potences de Delmer Dave. On retrouve cette foi en l'homme capable de se racheter malgré la noirceur du monde. C'est un monde, en gros, c'est un film Peckinpah qui croit encore à la rédemption avant de sombrer totalement dans le cynisme, parce que j'aime beaucoup dans le nihilisme, on pourrait presque dire, de ses autres films, avec des œuvres beaucoup plus radicales, comme Alfredo Garcia ou Les Chiens de paille. Ici, la mort a encore un sens, on pourrait dire d'une certaine manière. Et le dernier regard d'ailleurs de Steve Judd vers les montagnes de la Sierra, c'est pas vraiment un cri de désespoir, mais c'est plutôt une oraison funèbre sereine, bien que la MGM, à son époque, n'a pas cru au projet à sa sortie. On, je crois qu'il l'avait vraiment relégué à une sortie de seconde zone, le film presque de série B, qui devait sortir en deuxième programme d'un autre film. Et je pense que ce qui est super intéressant, c'est que la critique, je crois que c'est la critique américaine qui l'a pas aimé, mais la critique internationale a sauvé le film en reconnaissant d'ailleurs immédiatement le film comme un western vraiment de la transition par excellence. Parce que vraiment, c'est vrai, Coup de feu dans la Sierra, il a vraiment une place sacrée dans l'histoire du cinéma. C'est le moment où on pourrait dire où la violence, ouais, de Sam Peckinpah naissante est encore enveloppée dans une tendresse qui ne s'autorisera plus vraiment dans ses films suivants. Même si ça reste des dissections de l'âme humaine, je pense qu'il va vraiment partir dans un hélice et dans un découragement qui va peut-être arriver peut-être après la guerre du Vietnam, peut-être après, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais c'est un peu le chant du cygne de la noblesse du western classique américain. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est que la tonalité automnale de la photographie, alors je sais plus comment s'appelle le chef opérateur, c'est Lucien, il me semble Lucien Bayard, quelque chose comme ça, qui a travaillé sur le film et qui est le chef opérateur attitré de Sam Peckinpah. Il a fait vraiment son parcours est d'ailleurs est fondamental, mais il a fait quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film, qui est vraiment cette lumière un peu automnale et dorée qui renforce l'aspect mélancolique dont je parlais. D'ailleurs, Ballard, c'est un monument dans l'histoire du cinéma parce que sa filmographie vraiment est assez vertigineuse. C'est d'ailleurs ouais, comme je disais, le chef opérateur attitré de Peckinpah, mais il a fait des films comme Guet-apens, La Horde sauvage, Un nommé Hogg, mais c'est aussi un des pionniers du film noir et du film d'action, parce qu'avant de devenir le maître du western crépusculaire, on pourrait dire de La Horde sauvage et de Coup de feu dans la Sierra, il a travaillé sur l'Ultima Razzia de Stanley Kubrick, on pourrait dire avec une espèce de naturalisme que j'aime beaucoup, qui a transformé un peu le film noir presque en poésie de l'image. Il a aussi travaillé sur, il me semble, 100 dollars pour un shérif avec John Wayne qui était sorti en 69, donc ça sera après Coup de feu dans la Sierra, mais il a vraiment une espèce d'esthétique très mélancolique qui, moi, tout de suite me rappelle les films de Visconti, hein. Je pense à L'Innocent, je pense au Guépard, je pense à Violence à Passion, je pense à ces films-là. Et je sais qu'il aussi il a travaillé chez Joseph von Sternberg. Il avait travaillé sur des films avec Marianne Dietrich comme La femme et le pantin, ou des films assez naturalistes mais noyés dans une espèce d'expressionnisme que j'aime beaucoup. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce film-là, c'est que c'est noyé dans une mélancolie. Il faut savoir aussi que Randolph Scott en fait devait avoir le rôle de Macrea, et Macrea devait avoir le rôle de Randolph Scott. Ils ont inversé leur rôle au dernier moment parce que ils trouvaient que ça leur allait pas. D'ailleurs, Randolph Scott et Macrea sont très amis dans la vie,
et ils trouvaient que leur rôle correspondait pas, et du coup ils ont beaucoup discuté entre eux, et d'ailleurs leur amitié se ressent vraiment à l'écran. Il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce cinémascope aussi, les paysages de la Sierra, toujours avec cette photographie de Bayard, d'ailleurs qui filmera aussi la Horde sauvage et ses ralentis, et ce nihilisme, c'est lui qui va presque inventer le, le ralenti Alain Peckinpah. Là, on a vraiment une mise en scène beaucoup plus classique, beaucoup plus posée. C'est un film qui prend son temps. On est un peu dans la lignée de L'homme qui tue à Liberty Valance, qui était d'ailleurs un western d'intérieur, qui jurait un peu avec les grands westerns épiques de l'époque. Ford lui avait décidé de faire un film beaucoup plus posé sur des dialogues et sur un western urbain. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, Coup de feu dans la Sierra, c'est un peu le pendant extérieur du film de Ford. Et les deux films se répondent, je trouve, de manière assez belle. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il est un peu oublié dans la filmographie de Peckinpah, un peu comme aussi un film magnifique avec le Major Dundee, avec Charlton Heston. Et je trouve que c'est vraiment un peu les westerns de fin classiques, comme les films de Botticher, comme L'homme de l'Arizona, Décision à Sundown, ou des films comme, bon, c'était beaucoup plus tôt, mais la colline des potences de Delmerdev. C'est des films qui ont conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se finir, d'où l'aspect viscontien, quoi. Une époque est en train de mourir, une nouvelle jeunesse est en train d'arriver, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment magnifique, quoi. C'est que vraiment tout le monde a ses raisons, comme chez Renoir, comme chez Visconti. Tout le monde est conscient que son époque est en train de finir, ou que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. C'est vraiment aussi une mise en abîme du western en général. Le western classique est en train de mourir, le western crépusculaire va arriver, il va y avoir la réponse Sergio Leone qui va arriver en 62-63. On sent que Peckinpah, il a compris ça et qui parle de cette époque-là. Donc c'est vraiment pour moi vraiment un film très important sur cette transition-là. C'est très intéressant aussi de voir Joel McCrea, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui était plus habitué à la screwball comedy. On l'avait vu dans Les Voyages de Sullivan de Preston Sturges. Il avait commencé sa carrière beaucoup plus tôt en 1932-33, il me semble, dans les Chasses du comte Zaroff. Et c'est vraiment un réalisateur qu'on associe souvent à la comédie, mais qui après aura un virage plus dans le western avec des films de Raoul Walsh, La fille du désert en 1946, et il sera beaucoup associé au western classique américain, alors que pour moi c'est vraiment un des visages plutôt de la screwball comedy dans les films de Sturges. Il me semble dans quelques films peut-être de Lubitsch aussi. C'est très intéressant parce qu'il amène une espèce de côté plus civilisé au western, un côté plus moderne, alors que Randall Scott, c'est vraiment le vieil West, le vieux western, c'est l'homme de l'Arizona, c'est Décision à Sundown, c'est tout ça. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est presque de buddy movie, cette histoire d'amitié. L'un des deux va se sacrifier d'ailleurs. C'est vraiment cette amitié plus forte que tout. Randall Scott qui, lui, va essayer de garder une espèce de noblesse aussi d'une certaine manière, mais une noblesse du vieil Ouest, alors que McCrea lui va apporter une noblesse de la modernité. Et on pense un peu aussi à L'homme qui tue Liberty Valance. J'aime beaucoup comme les deux éléments vont s'articuler, les deux acteurs, et leur amitié va vraiment traverser, transpercer l'écran, transpercer l'image. C'est très intéressant. Je n'ai même pas parlé de l'histoire, mais vraiment, c'est vraiment deux cow-boys qui vont partir à la recherche d'un trésor et qui vont s'allier à une petite communauté et qui vont arriver dans une famille dans une mine, en fait, une communauté qui vont être en fait beaucoup plus sournois qu'eux. Voilà, j'aime beaucoup ce film-là, très beau, assez oublié, injustement oublié, très lyrique, qui aussi me rappelle peut-être des films un peu plus tardifs comme Nevada Smith de Henry Hathaway avec Steve McQueen, ou bien sûr on aura des films comme True Grit ou des grands films comme ça, mais c'est vraiment la transition des années 60. Après, le western va de plus en plus mourir dans les années 70, même s'il y aura les films de Peckinpah qui vont continuer, les films de Sergio Leone, les films de Clint Eastwood, ou les films de Ted Post, des films comme Pandéléo et Court, tout ça, mais il y a quelque chose qui va vraiment se finir là. Vraiment, si vous voulez vraiment comprendre un peu la synthèse du western, on pourrait dire classique, pour moi, il y a deux films. Il y a L'homme qui tue à Liberty Valance de Ford et Coup de feu dans la Sierra de Peckinpah. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter que au Chien de paille, que à La Horde sauvage, que à Guet-apens ou à ses films les plus connus. Il faut regarder, c'est un film un petit peu début de carrière.
Et je pense que c'est très intéressant de revenir sur ce réalisateur-là. C'est pas un réalisateur que j'adore, Peckinpah, mais je trouvais que Coup de feu dans la Sierra est un peu sous-estimé. Pour moi, c'est un des plus beaux. C'est pas son meilleur, c'est pas le plus important historiquement. Il ne va pas révolutionner le western comme le fera La Horde Sauvage. Il ne va pas réinventer le genre. Il va juste offrir un bel écrin, une belle finalité, un beau chant du cygne, un bel adieu au western classique américain qui finira avec les films de Hawks, de Botticher, de Ford, et qui sera après inauguré en grande pompe par le western spaghetti de Solima, Corbucci, Leone, et puis les westerns crépusculaires américains des années 70 on pourrait dire jusqu'aux années 80-90. Les derniers grands westerns crépusculaires seront évidemment Pale Rider et surtout Impitoyable. Puis après, le western stagnera dans les années 2000. On aura le post-western, le néo-western. Mais c'est un genre qui va de plus en plus mourir. Et je trouve ça assez triste et en même temps assez beau. Le western sera remplacé par le cinéma d'action, par le cinéma de super-héros. Voilà, c'est un genre qui me passionne. Et je voulais vraiment revenir sur ce film sorti en 1962, je le rappelle, avec Randolph Scott et Joel McCrea, donc réalisé par Sape Kimpa. Très beau film, assez oublié. Et voilà, encore une fois, je vous intime à le regarder, à le vous procurer en DVD. Je crois qu'il est disponible assez facilement. À vous faire les westerns un peu des années 60, parce qu'il n'y a pas que les westerns italiens dans les années 60, il y a aussi les westerns crépusculaires. Et à vous pencher un peu plus sur la filmographie de Peckinpah, qui est beaucoup plus riche que La Horde Sauvage et que Les Chiens de Paille. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film magnifique. Et je ne sais pas encore de quoi je vais parler dans la prochaine. Encore une fois, continuez à aller au cinéma, continuez de parler de films entre vous, c'est très important de communiquer. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!